Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Page Africaine. Nous sommes au restaurant La Gare. La Gare pour tout simplement notre départ à la découverte de ce roman. Un roman intitulé The Disquieting Silence, le silence inquiétant. Pourquoi le silence inquiétant? Pour répondre à cette question, notre interlocutrice d'aujourd'hui est tout simplement une Malienne de la diaspora qui a étudié aux États-Unis et qui a fini par retourner dans son pays natal, le Mali, et avec elle nous allons nous entretenir. Madame Tienta Abibata Tienta, bonjour et bienvenue sur le plateau de Page Africaine. Bonjour Monsieur Sissoko, bonjour téléspectateurs d'Africa Télévision. Alors, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs d'Africa? Je suis Madame Tienta Abibata, je suis malienne, auteure, je ne peux pas me considérer pour le moment comme écrivaine. Je suis à mon deuxième livre, mais tous mes livres sont en anglais. Alors, première question, pourquoi avoir choisi d'écrire en anglais? Le choix d'une langue, c'est personnel. Je pouvais écrire en bozo, en bambara ou en français. Et j'ai choisi d'écrire en anglais. Aussi, il faut dire que ni le français ni l'anglais ne sont ma langue. Et c'est pour une raison personnelle que j'ai choisi l'anglais. Alors, le silence inquiétant. Vous dites le silence inquiétant, vous évoquez dans cet ouvrage, n'est-ce pas, la violence domestique, la violence faite aux femmes. Alors, pensez-vous qu'il y a un silence qui s'est installé tout autour, n'est-ce pas, de cette violence faite aux femmes, pendant qu'on sait qu'il y a toujours la défense des droits de la femme, la défense des droits des enfants? Pensez-vous que jusque-là, rien n'est fait, il y a tout simplement un silence? Je vais vous poser une question, Monsieur Sissoko. Vous êtes homme, vous êtes malien. Combien parmi nous, femmes maliennes, connaissent nos droits de femmes? Combien parmi nous, femmes maliennes, sont allées à l'école? Combien parmi nous, femmes maliennes, savent ce que ça veut dire violence faite aux femmes? Nous trouvons normal que nos maris nous punissent lorsque l'eau est trop chaude pour prendre nos bains. Nous trouvons que c'est normal que nos maris nous punissent lorsque le repas est trop salé pour manger. Vous pensez que ces comportements sont normaux? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme pour essayer de mettre un frein à ça? Et vous caractérisez tout ceci comme une violence? Je caractérise tout ceci comme étant une violence au non-respect du droit des femmes. Pas violence comme étant violence physique ou morale. Si la femme en tant que telle accepte cet état de fait, qui suis-je pour dire ne le faites pas? Ce que je peux faire en tant que spécialiste de l'éducation, c'est de sensibiliser. C'est de sensibiliser mes soeurs, mes mamans, de ce que cela peut avoir comme conséquence par rapport à la vie d'une fille, surtout quand cette fille-là décide d'aller à l'extérieur. Très bien. Surtout quand cette fille décide d'aller à l'extérieur, j'imagine déjà que vous faites allusion à l'héroïne de votre roman, Sokna, une Sénégalaise qui décide d'aller aux États-Unis pour des études et qui va finir par se marier et qui va, à travers déjà vos écrits, être victime de violences domestiques. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de l'héroïsme de Sokna? Sokna est l'incarnation de la femme africaine. L'incarnation de la femme africaine que, d'une manière, je désapprouve le destin des femmes africaines ici. Et de l'autre manière, je ne peux que me résigner. Parce que je dis, seule, je ne pourrai pas changer. Mais le peu que je peux faire, qui est de sensibiliser mes soeurs, ça c'est déjà quelque chose de grand. Sokna est la femme type qui incarne
les signes, que ce soit universel ou local, de la violence faite aux femmes. Alors, vous avez dit, Sokna, dans ce roman, va faire 3 mariages. Oui. Un premier mariage avec un Sénégalais de la diaspora, un Sénégalais installé aux États-Unis. Et avec ce dernier, Sokna va subir les pires violences. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu la nature de la violence que Sokna a subie? Au fait, quand Sokna est partie aux États-Unis, ça trouvait déjà qu'elle avait 2 diplômes d'études supérieures, assez intelligente, mais il y avait une prédiction qui était là. Quand sa maman dit à bas âge qu'elle va se marier à quelqu'un qui viendra de loin et qu'elle va avoir 3 filles. Cette prédiction était dans sa tête pendant des années. Quand elle a rencontré son premier mari, Issa, lors des activités d'orientation à l'université de New York où elle devrait étudier, et elle avait en même temps rencontré une autre dame, une béninoise qui était là-bas, mais la différence entre Émilie et Sokna, c'était qu'Émilie avait ses parents à New York. Elle vivait avec ses parents, alors que Sokna devrait vivre sur le campus. Et Émilie l'avait présenté à Issa, son premier mari, et il y avait une connexion qui était là. En 6 mois du premier jour, ils se sont connus, ils ont fait le mariage. Mais Issa était l'incarnation d'un homme qui avait perdu toute identité culturelle. Si on ne vous dit pas qu'il est sénégalais, personne n'allait le savoir, ni à sa façon de parler, ni à sa manière de vivre. Il était complètement américanisé. Il était même un drug dealer. Pour vous dire la petite histoire, quand Émilie dit que Sokna, ce n'est pas le genre d'homme qu'elle souhaiterait avoir, Sokna, sa sœur, avec, et Sokna dit, et pourtant, c'est quelqu'un de bien. Émilie dit, non, il est dans le business de pharmacie. Et Sokna dit, mais ça veut dire qu'il est très intelligent, quelqu'un qui fait l'économie de l'éducation et qui est également en train de faire la pharmacie. Émilie dit, mais madame, ma soeur, ce que vous ne savez pas, ici en Amérique, quand on sait you are in pharmaceutical business, ça veut dire si vous êtes dans la pharmacie, vous êtes un drug dealer. Okay. Mais malgré tout ça, ils n'avaient pas les mêmes objectifs, les mêmes concepts du mariage. Autant Sokna voyait ces valeurs-là, du mariage, de l'union, les compromis et autres. De l'autre côté, Issa était tout à fait contre tout ça. C'était le côté charnel qu'il voulait. Alors, de là déjà par les pires expériences de Sokna dans un mariage. Mais là, est-ce que vous pensez que la nature de cette violence que Sokna va subir, parce qu'elle va être battue par son mari, jusqu'à ce qu'elle va décider de retourner dans son pays natal, le Sénégal. Et le retour, n'est-ce pas, au Sénégal, Sokna va commencer une nouvelle vie avec ses parents. Comment est-ce que vous caractérisez, n'est-ce pas, cette nouvelle démarche de Sokna, et comment est-ce que vous voyez la nature de la violence que les femmes subissent, que ce soit aux États-Unis, au Mali et partout en Afrique? En fait, quand Sokna était aux États-Unis, son premier mariage, c'est là où elle se rend compte qu'au fait, il y a des signes universels de la violence, que tu sois aux États-Unis ou en Afrique, c'est la même chose. Mais sauf qu'en Afrique, la différence est le côté culturel. L'éducation même que les hommes reçoivent depuis le bas âge jusqu'à, je ne sais pas quoi, où on les inculque des valeurs comme quoi ils sont supérieurs à la femme, ça a un certain impact sur la manière dont ils se comportent envers les femmes. Pour eux, c'est normal, certains comportements. Et ils pensent que battre une femme pour qu'elle soit soumise, punir une femme pour qu'elle soit soumise sont des comportements tout à fait acceptés par la société africaine. Cependant, et en plus de ça, le fait que Sokna part
aux États-Unis pour étudier, elle n'a pas oublié ces valeurs-là parce qu'elle était dans une famille où son papa n'a jamais eu à lever la main sur sa maman. Ses sœurs étaient traitées par les maris comme des princesses et ses frères aussi traitaient leurs femmes comme des princesses. Donc c'est ce côté positif et affectueux du mariage qu'elle connaissait. Et lorsqu'on lui dit qu'elle va se marier de quelqu'un de loin, elle considérait ça comme étant cette personne venant de loin. Mais pour qu'elle puisse quitter, même pour qu'elle puisse dire à sa famille, elle avait peur parce qu'elle ne voulait pas faire de mal à sa famille. Au moment où elle retournait au Sénégal après que son mariage avec Issa soit fini, sa maman était déjà décédée. Donc elle se disait que oui, le décès de la maman est dû surtout au fait que la peine qu'elle a dû causer parce que ce dernier l'avait violée et autres, tout le Sénégal semblait être déjà au courant de ça. Donc c'était un peu difficile pour elle. Difficile au point où elle ne pensait jamais se remarier. Mais il y avait la prédiction qui était là. Le second mari, c'était l'ami de son frère. Elle ne pouvait pas imaginer que ça allait être aussi le même genre de violence qu'elle allait subir avec ce dernier. Surtout qu'elle a déjà eu deux filles avec lui. Alors, vous dites déjà que la violence que les femmes subissent, c'est une violence universelle. Alors, face, n'est-ce pas, à ce problème, quelles sont les solutions que vous pensez être propices pour remédier, n'est-ce pas, à ce problème? Les premiers signes de la violence, que ce soit en Afrique ou en Amérique ou même en Europe, c'est ce silence-là. C'est l'abus verbal d'abord. Après, progressivement, ça devient physique. Tout est lié au contrôle. On va contrôler jusqu'au point où tu ne peux plus souffler, tu ne peux plus respirer. On va contrôler jusqu'au point où tu n'auras plus d'identité. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, africaine que vous êtes, est-ce que vous ne pensez pas aussi que le laisser faire, le laisser aller de la femme aussi peut avoir des inconvénients sur sa progéniture, quand on sait que nos aïeux, hein, comme on le disait, ont souffert dans leur mariage pour que nous réussissions aujourd'hui. Et alors, comment est-ce que vous voyez ce paradoxe? Est-ce que vous pensez que c'est le même genre de souffrance? Avez-vous vu un de nos parents battre notre maman parce que l'eau était trop chaude? Non. Même si cette violence existait, je ne peux pas en témoigner, mais je sais que ce n'était pas au but aussi des enfants. Mais aujourd'hui, c'est à peu près cela. Si les parents fuient les rôles de responsabilité pour éduquer bien les enfants, sans cette éducation, sans ces valeurs-là, nous allons à la dérive. Mais il faut quelqu'un qui soit là pour dire que ces valeurs que vous pensez ignorer sont les boussoles qui nous guident vers un meilleur avenir de demain. Donc, d'où la nécessité de retourner, n'est-ce pas, à ces valeurs ancestrales. Ces valeurs ancestrales ne veulent pas dire des habits physiques. Ces valeurs ancestrales ne veulent pas dire des habits psychologiques. Ces valeurs ancestrales ont des caractères éducatifs qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas. Qu'aujourd'hui, très peu de gens savent ces valeurs-là et ne les utilisent pas comme ça. Est-ce que vous ne savez pas que le choix de la femme, le choix du mari, sinon le choix du mariage tout entier, en est pour s'empare, n'est-ce pas, d'une grande responsabilité au futur, quant au futur, n'est-ce pas, des mariés? Le mariage même en tant que tel est sacré. Le mariage en tant que tel est sacré, ça veut dire que être marié, ce n'est pas seulement la femme et l'homme. Ici en Afrique, c'est toute une communauté. Ça veut dire qu'on est au centre de ce cercle-là, le cercle de la vie, où indépendamment de ce cercle, on n'est rien, on n'a pas d'identité. Mais aujourd'hui, pourquoi les filles se marient? Il y a le côté matériel qui est là. Je veux l'homme qui est le plus, qui peut me donner le plus.
Je veux l'homme qui est plus connu du monde. Mais moi, en tant que femme, qu'est-ce que je veux d'un mariage? Qu'est-ce que je veux d'une relation? Le respect, la communication, le compromis. Mais dans la majorité des relations, cela n'existe pas. On accepte tout parce qu'il faut que l'on soit marié. Surtout lorsqu'on atteint un certain âge, sans être dans un foyer, la société vous regarde d'un autre œil. Qu'on soit l'homme ou femme, on nous regarde autrement. Alors, pour revenir à Sokna, oui. Vous dites dans ce roman que Sokna ne va connaître la paix du mariage, le bonheur qu'à son troisième mariage, et cela avec un Américain, n'est-ce pas, installé, dont elle va rencontrer au Sénégal. Aux États-Unis. Au fait, Stuart est l'Américain qui, au moment où Sokna a divorcé de son deuxième mari, qu'elle est allée chez son amie Ndela en Tunisie, Ndela avait invité Stuart, qui était en train d'ailleurs de l'aider pour son processus de divorce aussi aux États-Unis. Mais Sokna ne l'a pas remarqué parce qu'elle était vraiment déboussolée par tout ce qui s'est passé avec Alassane et autres. Elle était inquiète pour l'avenir de ses filles, etc., etc. Mais ses amis ont su que ce monsieur-là, c'est quelqu'un de bien. Surtout qu'il venait de perdre sa femme dans un accident. Donc, ils ont essayé de la mettre en contact avec lui, mais elle n'a jamais voulu parce qu'elle avait vécu des expériences amères dans ses relations avec certains hommes qui ont été ses maris. Finalement, quand elle a accepté d'être avec Stuart, elle s'est rendue compte que c'est le meilleur homme qu'elle n'ait jamais connu. C'est là où l'homme qui accepte d'être avec elle sur tous les plans. Côté religion, il change de religion, pas pour mettre la forme, mais même le contenu. Il accepte d'adopter ses filles. Il accepte de prendre sa famille comme étant la sienne. Et ils vont vivre l'harmonie d'une relation ensemble. Alors, ça ne veut pas dire que souvent il n'y a pas de friction, bien sûr. Ok. Maintenant, nous arrivons presque au terme de cette émission. En tant que spécialiste, s'il faut qu'on vous demande de nous proposer, n'est-ce pas, une solution face à ce problème, quel serait, n'est-ce pas, le message, le contenu, n'est-ce pas, de cette solution? Au fait, je ne suis pas spécialiste des violences faites aux femmes. Je suis spécialiste et analyste des politiques éducatives. Je me dis, pour qu'une société puisse se développer, il faut toujours partir de l'éducation. Aujourd'hui, au Mali, on est à approximativement plus de 40% d'analphabètes. Des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et lorsqu'ils savent écrire ou lire, ils sont confrontés aux problèmes de compréhension. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire le maximum pour que la majorité de ces enfants-là qui sont là aujourd'hui dans les rues de Bamako soient dans les salles de classe? Est-ce qu'on doit mieux former les enseignants pour donner un contenu de formation à ces enfants-là? Comment impliquer la société en tant que telle pour inculquer ces valeurs-là? Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement dans la classe, c'est au niveau de la famille, c'est au niveau de la communauté. Il ne faut pas que nous fuissions nos responsabilités. Nous sommes tous responsables devant l'échec d'un enfant. Alors, nous sommes tous responsables devant l'échec d'un enfant. Telle une interpellation formulée par notre invitée, Madame Abibata Tienta, auteure, n'est-ce pas, du livre The Disquieting Silence, le silence inquiétant. Un silence inquiétant face, n'est-ce pas, aux femmes battues, face aux femmes qui subissent des violences dans leur foyer. Madame Abibata Tienta nous interpelle tous de se lever pour tout simplement ensemble trouver une solution face à ce problème. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, nous étions à la gare. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine sur Africab Télévision.